Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie, et plus particulièrement d'un homme dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est le mystère. Avant de démarrer, on va faire un petit détour pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Quand on pense à l'histoire de la photographie, il y a plein d'images qui nous reviennent en tête, et j'en ai présenté beaucoup sur cette chaîne. Cependant, il y a un truc qu'on oublie tout le temps, j'ai jamais mentionné avant, c'est que toutes ces images que je vous montre, ce sont des tirages. Toutes les images que l'on voit dans les livres d'histoire de la photographie, ce ne sont pas par exemple des scans, des négatifs que l'on aurait un peu pimpés après la numérisation, mais ce sont bien des numérisations ou des tirages. Tout simplement parce que le travail du tireur est important et que l'on veut le conserver. Il a un sens, et on le garde dans l'histoire. On va préciser un peu, je parle des livres récents pour la numérisation. Vous vous doutez bien que Cartier-Bresson, quand il a sorti Images à la sauvette en 1952, il est là. Il n'a pas utilisé un scanner, un ordinateur, ça n'existait pas. Mais il a reproduit le plus fidèlement possible ces tirages dans le livre grâce à un procédé que l'on appelle l'héliogravure. Et ça marche vraiment très bien. J'avais été à la Fondation Cartier-Bresson lors d'une exposition sur le livre Images à la sauvette, il y a 2-3 ans, et dans l'exposition, on pouvait voir côte à côte les tirages et les reproductions du livre. Et c'est là que je me suis rendu compte que les reproductions étaient très fidèles aux tirages originaux. Alors malheureusement, j'ai pas d'image de cette expo à vous montrer, et de toute façon je pense que c'est un peu difficile de s'en rendre compte sur un écran. Vous verriez deux images qui se ressemblent, mais vous verriez pas toutes les nuances et tous les détails qu'on peut apprécier en vrai. Bref. Donc les livres contiennent des tirages, enfin des reproductions de tirages, sauf dans quelques cas un peu précis, un peu rares. Par exemple dans le livre Uncommon Places de Stephen Shore, qui a été réédité en 2014, et où il dit à la fin que les techniques de numérisation lui ont permis de sauver des images qu'il n'avait pas pu inclure dans le livre à l'époque, dans les années 70, parce que elles étaient par exemple trop sombres, trop mal prises, etc. Et le fait d'utiliser la techno numérique lui a permis d'enrichir son livre de nouvelles images. C'est vraiment un cas très précis et très particulier. Donc tout ça pour vous dire que si vous lisez un livre comme Tout sur la photographie des éditions Flammarion, que je vous conseille d'ailleurs, vous allez voir beaucoup de tirages. Mais ça du coup ça pose une question. Qui fait ces tirages? Les photographes? Eh bien en fait, pas toujours. Certains photographes sont de très bons tireurs, comme par exemple Irving Penn dont on parle dans cet épisode d'Incroyable photographe, et d'autres sont mauvais ou s'en fichent, comme par exemple Cartier-Bresson dont on parlait tout à l'heure. Et c'est comme à notre époque en fait. Par exemple, community manager, c'est un métier. C'est un métier que des gens font pour des marques, des personnalités, ou d'autres photographes font pour eux-mêmes, pour gérer leurs réseaux sociaux. Mais ça reste, quoi qu'il en soit, deux métiers différents. Tireur, ça reste le métier, je pense, le plus sous-estimé de l'histoire de la photographie. Avec l'éditeur, je pense, parce que c'est ceux qui ont vraiment eu le plus d'impact sur l'histoire de celle-ci. Un bon tirage, ça peut vraiment faire une différence énorme et faire gravir une marche à un travail photographique. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tireur méconnu mais essentiel, je suis désolé si j'écorche son nom, c'est Voja Mitrović. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un des plus grands tireurs noir et blanc de l'histoire de la photographie. Et il est temps que cet homme, qui est littéralement dans le noir depuis son arrivée de Yougoslavie à Paris en 1964, soit reconnu pour son apport à la photographie. Parce qu'il a vraiment collaboré avec les photographes les plus importants du XXe et du XXIe siècle. L'histoire de Voja Mitrović est liée à celle du laboratoire Picto à Paris, créé par Pierre Grassmann en 1950. Durant près de 30 ans, entre 1967 et 1997, Voja Mitrović, qui était né en 1937, a travaillé pour les plus grands photographes de son époque. Attention, on envoie la liste, il a été le tireur de René Bury, célèbre pour son portrait de Che Guevara que vous voyez à l'écran, Marc Ribou, Robert Doisneau, Sébastien Salgado, Raymond Depardon, Édouard Bouba, Man Ray, Adjet, Helmut Newton, Joseph Koudelka, Bruno Barbet, Jean Gomy, Frédéric Brenner, Max Vaducul et Peter Lindbergh pour n'en nommer que quelques-uns. Et bien évidemment, c'était aussi le tireur de Cartier-Bresson. Vous avez donc déjà vu beaucoup de fois le travail de Mitrović sans jamais le savoir. On va prendre un peu de temps pour parler de son travail avec Henri Cartier-Bresson. Il y a eu plusieurs personnes qui ont tiré pour Cartier-Bresson, notamment des gens comme Georges Fèvre, Pierre Gassman, Philippe Jourdain, Tauros, Daniel Risset, et depuis la retraite de Voja Mitrović, Daniel Mordac. Mais c'est vraiment Mitrović qui a marqué son œuvre. Ce qui est important avec le travail de Mitrović pour Cartier-Bresson, c'est que ses photographies correspondent à l'époque, dans les années 70-80, où la collecte et l'achat par des collectionneurs d'art de photographies d'artistes signés a commencé à décoller et a changé la connexion de la photographie au monde de l'art. C'est vraiment l'époque où ça rentre dans le monde de l'art et les codes commencent à décoller et la grande mécanique démarre, si vous voulez. Autrement dit, les collectionneurs se mettent à acheter de la photo comme si c'était de la peinture, Cartier-Bresson commence à beaucoup vendre aux États-Unis et la personne derrière qui fait tous ces tirages, c'est Mitrović. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand Mitrović a pris sa retraite, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que les images de Cartier-Bresson ont changé, qu'elles étaient moins contrastées, qu'elles étaient
plus grise et qu'elle manquait un peu de détails dans les hautes lumières. Et en fait, Mitrović a expliqué aux gens que c'était pas du tout de la faute des tireurs qui ont fait le travail après lui, c'est les goûts de Cartier-Bresson qui ont changé avec le temps. Alors, il disait qu'il voulait pas des images qui étaient dramatiques à la façon des photographes américains. Comme quoi, il semblerait que les gens qui ont du goût n'ont pas envie de devenir Serge Ramelli. C'est aussi pour ça que vous voyez des tirages très différents de Cartier-Bresson. Si par exemple vous allez à Paris Photo, il y a plein de galeries qui en vendent, et d'un à l'autre, il y a vraiment des différences, et c'est justement à cause de ça, de ces changements de goût de Cartier-Bresson. À cette époque, dans les années 70-80, Cartier-Bresson venait quasiment toutes les semaines chez Picto signer des tirages qui partaient aux États-Unis où il était représenté par Ellen Wright. Alors, des dires des témoins du labo, ils prenaient vraiment ce moment de la signature des tirages comme l'acte final de la création, une sorte de cérémonie qui terminait l'œuvre. Apparemment, il y avait vraiment cette ambiance conviviale chez Picto où tout le monde avait vraiment conscience de participer à la création d'œuvres et d'être dans un procédé assez unique et spécial en travaillant avec tous ces grands artistes. Alors, avant de parler en détail de la carrière de Mitrović et de sa vie, on va parler un petit peu justement de ce labo et de sa création. Donc comme je vous l'ai dit, Picto, ça a été créé par Pierre Gassman. Donc Pierre Gassman, vous le voyez à l'écran, sur une photo qui a été prise par Peter Turnley, près de Montparnasse, en 1996. Gassman avait quitté l'Allemagne nazie en 1933 pour venir à Paris. Donc il a travaillé comme jeune photographe immigré avant la guerre et a beaucoup traîné dans la région de Montparnasse. C'est là qu'il a rencontré les futurs fondateurs de Magnum et qu'il s'est lié avec eux. Cartier-Bresson, Capas, Seymour, Schim, Roger, etc. Mais aussi avec d'autres photographes célèbres de l'époque comme Brassai ou Gisèle Freunde. Alors après la guerre en 1947, Gassman il met sa photographie de côté et il commence à faire des tirages pour Magnum. Et à partir de 1950, il fait vraiment que ça et il fonde le labo Picto. Alors, je pense que de l'histoire du XXe siècle, il n'y a personne qui a connu plus de grands photographes, tous ceux qui sont devenus célèbres et historiques, que Pierre Gassman. Il a vraiment tiré et connu tout le monde. C'est vraiment impressionnant la quantité de gens qui est passé par son labo. C'était aussi le mentor de beaucoup de ses photographes. Et c'est là qu'a travaillé Mitrović, dont on va parler. Donc Mitrović, il est né à Foča, en Bosnie-Herzégovine, en 1937. C'est la région qui va devenir la Yougoslavie, de ce que j'ai compris. Alors son père a été tué pendant la guerre à l'âge de 4 ans. C'est pas son père qui a fait la guerre à 4 ans, il avait 4 ans quand son père est mort. Et il comprend très jeune qu'il va devoir travailler pour aider sa famille. Alors il est venu un peu à la photographie par accident, sa famille avait une vache et chaque jour il livrait du lait au photographe de son village qui s'appelait Radmilo Mazić. Radmilo Mazić. Et un jour, ce photographe a demandé à la mère de Voya si son fils voudrait devenir son apprenti. Mazić, lui, il avait étudié la photographie à Zagreb avec des professeurs de l'école de graphisme de Vienne. Donc c'est à cette époque, entre ses 14 et ses 18 ans, que Voya est son apprenti et qu'il va vraiment acquérir toutes les compétences en matière de tirage qu'il utilisera toute sa vie après. Donc à l'âge de 19 ans, il fait son service militaire et il rentre comme photographe au service de l'aéronautique de l'armée de Yougoslavie. Ensuite, il travaille pendant 5 ans dans un labo à Belgrade, où il fait à peu près tout, des tirages, des développements, etc. Toute la chaîne autour de la production d'images argentiques. En 1964, avec un ami, il décide d'aller faire un petit tour du monde avant de se marier et de s'installer, histoire de kiffer la vie, quoi. Donc il arrive à Paris en 1964, en septembre, avec dans sa valise des vêtements, une centaine de francs et des saucisses. C'est pas une blague. Mitrović se rend vite compte que avec son passeport yougoslave, ça va être compliqué d'avoir des visas pour voyager partout dans le monde, et du coup il décide de rester à Paris. Et dans les quelques jours qui suivent son arrivée, il trouve un travail de retouche dans un labo qui était près de la gare du Nord à Paris. Donc c'est ce premier job qui lui permet d'obtenir une carte de séjour et de commencer à apprendre le français. 2 ans plus tard, en 1966, en avril, il voit passer une annonce pour un labo qui cherche à recruter, et ce labo c'est Picto. C'est là qu'il rencontre Pierre Gassman, qui fait un test avec 3 autres tireurs, et finalement il choisit de garder Voya en disant qu'il avait embauché d'autres gens de Yougoslavie, et que c'était des très bons tireurs imprimeurs, qu'il était content de leur travail et qu'il voulait l'embaucher lui. Il a été embauché ce jour-là, et il a travaillé à cet endroit ensuite pendant 30 ans. Alors aussi pour l'anecdote, cette période de la carrière de Mitrović, ça correspond aussi au moment où les papiers multigrades sont arrivés sur le marché, qui permettaient d'avoir des rendus plus subtils des tonalités. La différence elle est simple, le grade c'est le contraste des papiers argentiques, il y a soit les grades fixes qui vont de 1 à 5, plus ou moins contrastés, et tel papier aura toujours tel type de contraste, et les papiers à multigrade, où avec un jeu de filtres, on peut modifier les contrastes par zone, etc. Ça permet un travail plus subtil des images. Sa carrière, ça correspond aussi à l'époque où il y a eu de moins en moins d'argent qui a été mis dans le papier photographique pour des raisons de coût, ce qui explique une baisse de qualité de celui-ci. Dans les années 2000, Mitrović il a dit que il y a certaines photographies aujourd'hui qui pourraient plus tirer aussi bien que dans les années 70-80 à cause de ça, parce que la quantité d'argent avait pas arrêté de baisser dans les films. La plupart des gens qui ont déjà fait des tirages savent à quel point c'est difficile, mais aussi à quel point on est hyper content quand on arrive à sortir un truc bien. Et Joseph Koudelka disait même que Mitrović avait l'esprit d'un ordinateur.
Il a toujours eu une sorte de discipline méthodique, une patience et une cohérence parfaite dans son travail. C'est quelqu'un qui a jamais été embêté par le fait de faire et refaire les choses jusqu'à ce que ce soit parfait. Pour lui, c'était simplement du travail, il l'a toujours vu comme ça. On refait quelque chose, c'est pas grave, on le refait jusqu'à temps que ce soit bien, c'est juste du boulot, on est là pour ça, et c'est sans doute une des leçons qu'on peut retenir de ce qu'il a fait. Pour terminer, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer cette photographie. C'est une photographie qui a été prise à l'occasion de son départ en retraite. Elle a été prise par Paolo Nozzolino en 1996, et on voit Cartier-Bresson à gauche et Koudelka l'enlacer chaleureusement et lui demander un peu de rester au labo, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir cet inconnu de l'histoire de la photographie qui a fait beaucoup d'images que vous aviez vues mais que vous ignoriez jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous aussi vous voulez vous lancer dans une grande carrière de photographe, mention mon contractuel, je vous invite à télécharger mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. J'espère qu'il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine et prenez plein de photos.